C'est l'info, l'invité de la semaine. Grève à Air France ce jeudi, grève des salariés de plusieurs sociétés d'autoroutes ce week-end, mobilisation des fonctionnaires et des cheminots attendue le 22 mars prochain. Les mouvements sociaux se multiplient depuis le début de l'année en France. Néanmoins, quid de la popularité de l'ensemble de ces grèves? C'est la question que nous allons poser à Stéphane Siro. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'histoire et de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Alors voilà, 8% de syndiqués en France, contre près de 70% dans la plupart des pays nordiques. Les grèves sont-elles vraiment encore populaires dans notre pays? Plutôt, hein, je dirais, parce que quand on regarde un petit peu avec un certain recul l'opinion publique face aux mouvements sociaux qui ont émaillé, je dirais, les 20 ou 30 dernières années, on constate quand même globalement qu'il y a plutôt un soutien, alors parfois relatif, mais plutôt quand même un soutien qu'une condamnation face à ces mouvements sociaux. Et y compris en ce 22 mars, les sondages qui viennent d'être publiés montrent globalement un soutien plutôt parfois massif d'ailleurs quand il s'agit par exemple des salariés du secteur de la santé, des EHPAD, majoritaire quand il s'agit des fonctionnaires, pour le moment je dirais plus réservé en ce qui concerne le mouvement des cheminots qui s'annonce, mais on sait aussi que l'opinion publique évolue en fonction également de l'intensité, de la teneur des débats qui ne vont pas manquer de surgir justement lorsque les cheminots vont démarrer leur mouvement concrètement au début du mois d'avril. On est plutôt, je dirais, en France dans un pays où la place occupée par la grève, y compris en termes de mode d'action syndical, de mode d'action des salariés, mais aussi de réception dans la population, qui a une place absolument centrale. Et effectivement, vous l'avez dit, les taux de syndicalisation sont beaucoup plus faibles que dans les pays scandinaves, mais pour des raisons qu'ils expliquent très, très simplement. Les pays scandinaves sont dans un syndicalisme de service, alors qu'en France, on est plutôt dans une physionomie de syndicalisme d'engagement, d'action, de pratiques grévistes, qui, en règle générale, à part quelques périodes exceptionnelles, dessinent des taux de syndicalisation qui, dans l'ensemble, sont assez faibles, mais qui n'empêchent pas de développer pour les syndicats des mobilisations qui peuvent paraître disproportionnées par rapport au taux de syndicalisation, mais qui n'en restent pas moins extrêmement vigoureux. Oui, alors en tout cas, si on devait dresser un palmarès des entreprises qui font le plus la grève en France ces 10 dernières années, on pourrait évidemment citer Air France et on pourrait citer la SNCF, qui connaît, on va dire, ces mouvements sociaux depuis longtemps. Quel changement pour la SNCF dans la manière de faire grève en 2018 par rapport à 1936, par rapport aux années 60, aux années 90, en 95? Alors d'abord, je préciserai quand même que quand on regarde justement les 10-15 dernières années, le nombre de grèves, de journées de grève par salarié de la SNCF a plutôt eu tendance globalement à chuter, hormis effectivement quelques mouvements qui ont pu émailler l'actualité en 2014 par exemple, ou également en 2016 et bientôt. Mais on a plutôt une diminution qui résulte notamment d'un processus qui a été mis en place à la SNCF comme il avait été mis également à la RATP en région parisienne, qui est un processus dit d'alarme sociale qui permet, lors que cette alarme sociale est actionnée, d'engager une longue phase de discussion, voire de négociation entre les syndicats et la direction de l'entreprise. Et globalement, je dirais que ce système-là a effectivement plutôt pas mal fonctionné dans l'ensemble et a permis de fait plutôt une tendance à la baisse des conflits. Alors bien évidemment, dès lors qu'il y a un conflit des cheminots, on en parle, ce qui est normal puisque ça impacte Ça touche les directement usagers. les déplacements des usagers, donc c'est tout à fait naturel. Concernant les modalités d'action, ce qui s'annonce à partir du début du mois d'avril est très original, d'ailleurs pas seulement chez les cheminots, mais d'une façon plus générale dans la pratique de la grève en France. C'est-à-dire cette décision prise de faire grève 2 jours, puis de reprendre le travail 3 jours et de refaire grève 2 jours ensuite, tout ça pendant environ 3 mois d'après ce qui est programmé. Oui, En ça même c'est un peu du jamais vu, ça, dans l'histoire de Oui, la SNCF. voilà, ça, effectivement, c'est très inédit dans l'histoire de la SNCF et dans l'histoire des mouvements sociaux en général, mais ça correspond à quelque chose qui est toujours recherché
dans les conflits du travail, c'est-à-dire d'une part la capacité à désorganiser le service, hein, parce qu'il est bien évident qu'une grève n'a un impact qu'à partir du moment où elle produit une certaine désorganisation, et puis d'autre part d'alléger, je dirais, le poids de la grève pour les salariés eux-mêmes, parce qu'il est bien évident que les retenues sur salaire font que les organisations syndicales doivent évidemment tenir compte de cette variable-là pour être susceptibles de faire durer un mouvement. Donc la méthode qui a été choisie, je dirais, elle conjugue de manière a priori assez habile ces deux impératifs classiques. Et sur cette grève SNCF, selon vous, peut-elle durer ces 2 jours de travail sur 5 pendant 3 mois? Ça va quand même gravement impacter les usagers, et puis ça impactera évidemment les salaires, hein, de ces cheminots de la SNCF. Oui, mais je dirais, pour ce qui concerne les cheminots, ça permet de faire tourner au fond les retenues sur salaire, parce que ceux qui font grève 2 jours pendant une semaine ne seront pas forcément les mêmes qui la semaine suivante feront grève. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, on pourra dire que les retenues sur salaire vont tourner entre les salariés de la SNCF, et c'est justement une des raisons, comme je le disais, qui a sans doute fait choisir ce mode d'action. Concernant les usagers, alors évidemment, c'est toujours plus délicat. Cela étant, le calendrier de ces journées de grève a été annoncé presque 3 semaines avant. Il est connu jusqu'à la fin du mois de juin, donc évidemment, ça va engendrer un certain nombre de difficultés pour ceux qui avaient prévu de se déplacer à ces dates-là, mais il n'en reste pas moins que le calendrier étant connu de longue date et immuable, je dirais, ça permet aussi pour les usagers de prévoir leur déplacement et éventuellement pour la SNCF de mettre en place des modes de transport alternatifs. Donc je pense qu'il y a aussi dans le choix de cette forme de mobilisation un certain souci tout de même du rapport justement à l'usager, dans la mesure où on sait très bien qu'aujourd'hui dans les conflits sociaux, la variable de l'opinion publique elle est extrêmement importante. Alors, c'est vrai que voilà, les syndicats et les grèves occupent le paysage médiatique depuis maintenant une 50aine d'années, mais eh bien, à côté de ces grèves, les manifestations se sont rajoutées au cours de nos dernières décennies. On sait qu'elles sont prisées par un certain nombre de minorités, mais pas que, et elles ont servi, les manifestations, à faire évoluer certaines de nos parties de la société. On pense notamment à la manif pour tous, hein, qui a donc permis le mariage homosexuel. La manifestation est-elle l'alternative à la grève, Stéphane Siro? Alors, disons que on a ces dernières années un changement de la place occupée effectivement par la manifestation. Ça fait assez longtemps que les conflits du travail s'accompagnent traditionnellement de démonstrations dans la rue. Mais il fut un temps où c'était d'abord, je dirais, la grève et la mobilisation gréviste, et son appendice, c'était la manifestation. Depuis 15-20 ans, on a eu une évolution, à mon avis, assez notable, au sens où, au fond, désormais, dans l'action syndicale, la manifestation tend à primer sur l'action gréviste, et parfois même à se substituer à l'action gréviste. Et ça montre aussi ses limites, je dirais, parce que depuis une quinzaine d'années, hormis l'exemple de la lutte menée contre le CPE en 2006, les manifestations, les journées d'action à intervalles réguliers n'ont pas fait plier le pouvoir politique. Depuis 2003, depuis 15 ans, c'est au contraire une succession de défaites qui se sont accumulées pour les organisations syndicales. Donc ça interroge quand même, me semble-t-il, aujourd'hui, pour ce qui concerne les syndicats, ça interroge sur la place à donner justement à la manifestation, dont on voit bien de toute évidence qu'elle ne se suffit pas à elle-même, et qu'en tout cas, à elle toute seule, elle a de plus en plus de mal à obtenir de la part du pouvoir politique un changement de perspective. Oui, et à la manifestation, on peut évidemment coupler le numérique, les réseaux sociaux, la présence sur le web, qui passe aussi par les pétitions. Les pétitions, là aussi, l'avenir peut-être des mouvements sociaux passe par le numérique, passe par les pétitions, Stéphane Siro?
Oui, mais c'est déjà un fait acquis, je dirais, et qui évidemment ne va pas s'arrêter. Je prendrai un simple exemple qui est celui en 2016 de la mobilisation contre la loi dite El Khomri, hein, cette fameuse loi travail. Il s'est passé quelque chose de tout à fait inédit dans l'ordre des mouvements sociaux, qui est que la pétition qui avait été lancée sur Internet contre cette loi El Khomri, qui avait recueilli plus d'1 million de signatures, avait engendré une conséquence directe pour les organisations syndicales qui souhaitaient s'engager contre cette loi, et cette conséquence a été d'accélérer leur calendrier. Et de fait, les journées d'action qui avaient été au départ prévues par les organisations syndicales ont été rapprochées, parce que les organisations syndicales se sont effectivement trouvées dans l'obligation, au fond, face au succès rencontré sur les réseaux sociaux par cette pétition, se sont trouvés dans l'obligation de réagir plus vite, d'accélérer leur calendrier. Donc effectivement, on le voit bien, y compris dans l'action syndicale traditionnelle, la variable du numérique, c'est une variable qui est devenue aujourd'hui absolument incontournable. Merci beaucoup Stéphane Sirot d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes donc spécialiste de l'histoire et de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Merci.